Pinto, les Vandenesse, qui étaient là dans la gloire de leur fatuité et mêlés aux femmes les plus élégantes, lady Grandon, la duchesse de langeais, la comtesse de kergarouët, madame de sérizy, la duchesse de carigliano, la comtesse ferraud, madame de lanty, la marquise d'aiglemont, madame firmiani, la marquise de listomère et la marquise d'espard, la duchesse de maufrigneuse et les grandlieu. Heureusement donc le naïf étudiant tomba sur le marquis de montriveau, l'amant de la duchesse de langeais, un général simple comme un enfant qui lui apprit que la comtesse de restaud demeurait rue du helder. Être jeune, avoir soif du monde, avoir faim d'une femme et voir s'ouvrir pour soi deux maisons, mettre le pied au faubourg Saint-Germain chez la vicomtesse de Beauséant, le genou dans la chaussée d'Antin chez la comtesse de restaud, plonger d'un regard dans les salons de Paris en enfilade, et se croire assez joli garçon pour y trouver aide et protection dans un cœur de femme, se sentir assez ambitieux pour donner un superbe coup de pied à la corde roide sur laquelle il faut marcher avec l'assurance du sauteur qui ne tombera pas, et avoir trouvé dans une charmante femme le meilleur des balanciers. Avec ces pensées et devant cette femme qui se dressait sublime auprès d'un feu de motte, entre le code et la misère, qui n'aurait comme Eugène sondé l'avenir par une méditation, qui ne l'aurait meublé de succès? Sa pensée vagabonde escomptait si drûment ses joies futures qu'il se croyait auprès de madame de restaud, quand un soupir semblable à un ban de Saint-Joseph troubla le silence de la nuit, retentit au cœur du jeune homme de manière à le lui faire prendre pour le râle d'un moribond. Il ouvrit doucement la porte, et quand il fut dans le corridor, il aperçut une ligne de lumière tracée au bas de la porte du père Goriot. Eugène craignit que son voisin ne se trouvât indisposé. Il approcha son œil de la serrure, regarda dans la chambre et vit le vieillard occupé de travaux qui lui parurent trop criminels pour qu'il ne crût pas rendre service à la société en examinant bien ce que machinait nuitamment le soi-disant vermicelier. Le père Goriot, qui sans doute avait attaché sur la barre d'une table renversée un plat et une espèce de soupière en vermeil, tournait une espèce de câble autour de ces objets richement sculptés, en les serrant avec une si grande force qu'il les tordait vraisemblablement pour les convertir en lingots. Peste, quel homme! Se dit Rastignac, en voyant le bras nerveux du vieillard qui, à l'aide de cette corde, pétrissait sans bruit l'argent doré, comme une pâte. Mais serait-ce donc un voleur ou un receleur qui, pour se livrer plus sûrement à son commerce, affecterait la bêtise, l'impuissance et vivrait en mendiant? Se dit Eugène en se relevant un moment. L'étudiant appliqua de nouveau son œil à la serrure. Le père Goriot, qui avait déroulé son câble, prit la masse d'argent, la mit sur la table, après y avoir étendu sa couverture, et l'y roula pour l'arrondir en barre, opération dont il s'acquitta avec une facilité merveilleuse. Il serait donc aussi fort que l'était Auguste, roi de Pologne? Se dit Eugène quand la barre ronde fut à peu près façonnée. Le père Goriot regarda tristement son ouvrage. Des larmes sortirent de ses yeux. Il souffla le ras de cave à la lueur duquel il avait tordu ce vermeil, et Eugène l'entendit se coucher en poussant un soupir. Il est fou, pensa l'étudiant. Pauvre enfant, dit à haute voix le père Goriot. À cette parole, Rastignac jugea prudent de garder le silence sur cet événement et de ne pas inconsidérément condamner son voisin. Il allait rentrer quand il distingua soudain un bruit assez difficile à exprimer, et qui devait être produit par des hommes en chaussons de lisière montant l'escalier. Eugène prêta l'oreille et reconnut en effet le son alternatif de la respiration de deux hommes. Sans avoir entendu ni le cri de la porte ni les pas des hommes, il vit tout à coup une faible lueur au second étage, chez monsieur Vautrin. Voilà bien des mystères dans une pension bourgeoise, se dit-il. Il descendit quelques marches, se mit à écouter, et le son de l'or frappa son oreille. Bientôt la lumière fut éteinte.
Les 2 respirations se firent entendre de rechef, sans que la porte eût crié. Puis, à mesure que les 2 hommes descendirent, le bruit alla s'affaiblissant. Qui va là? Cria madame Vauquer en ouvrant la fenêtre de sa chambre. C'est moi qui rentre, maman Vauquer, dit Vautrin de sa grosse voix. C'est singulier. Christophe avait mis le verrou, se dit Eugène en rentrant dans sa chambre. Il faut veiller pour bien savoir ce qui se passe autour de soi dans Paris. Détourné par ces petits événements de sa méditation ambitieusement amoureuse, il se mit au travail. Distrait par les soupçons qui lui venaient sur le compte du père Goriot, plus distrait encore par la figure de madame de Restaud, qui de moment en moment se posait devant lui comme la messagère d'une brillante destinée, il finit par se coucher et par dormir à poings fermés. Sur 10 nuits promises au travail par les jeunes gens, ils en donnent 7 au sommeil. Il faut avoir plus de 20 ans pour veiller. Le lendemain matin régnait à Paris un de ces épais brouillards qui l'enveloppent et l'embrument si bien que les gens les plus exacts sont trompés par le temps. Les rendez-vous d'affaires se manquent. Chacun se croit à 8 heures quand midi sonne. Il était 9h30, madame Vauquer n'avait pas encore bougé de son lit. Christophe et la grosse Sylvie, attardés aussi, prenaient tranquillement leur café, préparé avec les couches supérieures du lait destiné aux pensionnaires, et que Sylvie faisait longtemps bouillir afin que madame Vauquer ne s'aperçût pas de cette dîme, illégalement levée. Sylvie, dit Christophe en mouillant sa première rôtie, monsieur Vautrin, qui est un bonhomme tout de même, a encore vu 2 personnes cette nuit. Si madame s'en inquiétait, ne faudrait rien lui dire. Vous a-t-il donné quelque chose? Il m'a donné 100 sous pour son mois. Une manière de me dire tais-toi. Sauf lui et madame Couture, qui ne sont pas regardants, les autres voudraient nous retirer de la main gauche ce qu'ils nous donnent de la main droite au jour de l'an, dit Sylvie. Encore, qu'est-ce qu'ils donnent? Fit Christophe. Une méchante pièce et 200 sous. Voilà depuis 2 ans le père Goriot qui fait ses souliers lui-même. Ce grigou de Poiret se passe de cirage et le boirait plutôt que de le mettre à ses savates. Quant au gringalet d'étudiant, il me donne 40 sous. 40 sous ne payent pas mes brosses, et il vend ses vieux habits par-dessus le marché. Qu'est baraque? Bah, fit Sylvie en buvant de petites gorgées de café, nos places sont encore les meilleures du quartier, on y vit bien. Mais à propos de gros papa Vautrin, Christophe, vous a-t-on dit quelque chose? Oui, j'ai rencontré il y a quelques jours un monsieur dans la rue qui m'a dit: n'est-ce pas chez vous que demeure un gros monsieur qui a des favoris qu'il teint? Moi j'ai dit: non, monsieur, il ne les teint pas. Un homme gai comme lui, il n'en a pas le temps. J'ai donc dit ça à monsieur Vautrin, qui m'a répondu: tu as bien fait, mon garçon. Réponds toujours comme ça. Rien n'est plus désagréable que de laisser connaître nos infirmités. Ça peut faire manquer des mariages. Eh bien, à moi au marché, on a voulu m'englauder aussi pour me faire dire si je lui voyais passer sa chemise. C'te farce. Tiens, dit-elle en s'interrompant, voilà 10h15 moins qui sonnent au Val-de-Grâce, et personne ne bouge. Ah bah, ils sont tous sortis. Madame Couture et sa jeune personne sont allés manger le bon Dieu à Saint-Étienne dès 8 heures. Le père Goriot est sorti avec un paquet. L'étudiant ne reviendra qu'après son cours à 10 heures. Je les ai vus partir en faisant mes escaliers. Que le père Goriot m'a donné un coup avec ce qu'il portait qui était dur comme du fer. Qu'est-ce qui fait donc, ce bonhomme-là? Les autres le font aller comme une toupie, mais c'est un brave homme tout de même, et qui vaut mieux que tous. Il ne donne pas grand-chose, mais les dames chez lesquelles il m'envoie quelquefois allongent de fameux pourboires et sont joliment ficelées. Celles qu'il appelle ses filles, hein? Elles sont une douzaine. Je ne suis jamais allé que chez 2, les mêmes, qui sont venus ici. Voilà madame qui se remue. Elle va faire son sabbat. Faut que j'y aille. Vous voyez auréoler, Christophe. Rapport au chat. Comment, Sylvie? Voilà 10h15 moins, vous m'avez laissé dormir comme une marmotte? Jamais pareille chose n'est arrivée. C'est le brouillard qui est à couper au couteau. Mais le déjeuner? Bah, vos pensionnaires avaient bien le diable au corps. Ils ont tous décanillé dès le patron Jaquette. Parle donc bien, Sylvie, reprit madame Vauquer. On dit le patron Minette. Ah, madame,
je dirai